Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 10 janvier. Voici les titres de l'actualité. L'incendie le plus destructeur de son histoire continue de ravager Los Angeles. Nous serons en duplex avec notre correspondante qui a pu s'entretenir avec le vice-consul honoraire de Monaco aux États-Unis. De retour en principauté, nous serons en duplex avec Gabriel Viora. Le président de l'Ordre des architectes de Monaco évoquera les évolutions marquantes du paysage urbain entre avancées technologiques et défis environnementaux. En sport, nous reviendrons sur la défaite de la Roca Team en Euroleague face à Barcelone hier soir avec un résumé du match avant un reportage en immersion dans les préparatifs du Festival international du cirque de Monte-Carlo et enfin la découverte d'une nouvelle adresse gourmande située dans le Carré d'Or. Mais commençons par ce communiqué de presse diffusé par le Palais Princier. Il nous apprend aujourd'hui l'empêchement de Didier Guillaume à poursuivre l'exercice de ses fonctions de ministre d'État durant les prochaines semaines. En cause, un traitement médical nécessitant une hospitalisation programmée. Le prince Albert II a confié à compter de ce vendredi l'intérim à Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures et de la coopération, qui demeure à la tête de son département. Aux États-Unis, le bilan provisoire est passé à 10 personnes décédées cet après-midi à Los Angeles. La ville est en proie aux flammes depuis le début de la semaine. 14 000 hectares ont pour l'heure été détruits et malgré les efforts colossaux déployés par les pompiers, le feu est encore loin d'être maîtrisé. Ce soir, le prince Albert II a adressé une dépêche officielle au président Biden dans laquelle il partage son émotion face aux événements tragiques. Au nom de sa famille et du peuple de Monaco, il a transmis un message de solidarité et de compassion et souligné le travail des soldats du feu. Sur place, outre-Atlantique, on fait le point avec notre correspondante Alexandra Pani. Oui, ce sont des images insoutenables qui nous parviennent depuis plusieurs jours. La Cité des Anges est frappée depuis mardi par une série d'incendies, la plus destructrice de son histoire selon la Wildfire Alliance. Le premier incendie s'est déclaré ce 7 janvier dans le quartier huppé de Pacific Palisades à l'ouest de Los Angeles. Les vents chauds de Santa Ana, typiques de l'hiver californien, attisent les flammes, atteignant jusqu'à 160 km/h et ne facilitent pas le travail des 7500 pompiers mobilisés. Plus de 130 000 personnes ont dû évacuer leur domicile. Les animaux sont eux aussi touchés, les refuges sont débordés. Nous avons réussi à joindre par téléphone une monégasque sur place, la vice-consul honoraire de Monaco à Los Angeles, Rafaela de Laurentiis. Je vous propose d'écouter son témoignage. Cet endroit Pacific Palisades, c'est une petite communauté à côté de la mer. La ville n'existe plus. Je veux dire, ça n'existe plus. J'ai un petit bout de film qui m'a été envoyé de mon beau-frère et c'est où il vivait. C'est sa maison et c'est effrayant. Juste dans ma famille, il y a des gens qui ont perdu leur maison et comme je disais avant, il y a personne qui dort dans la même maison depuis 3 nuits. Tout le monde est tellement bouleversé que la chose la plus importante, c'est de donner aux gens qui n'ont pas une maison un endroit pour s'abriter. Ma nièce, elle a déménagé 4 fois. Elle est venue chez moi. Après moi, j'ai perdu le courant. Il n'y avait plus de chauffage, plus d'eau chaude. Alors, elle est allée chez un ami à Hollywood. Mais à Hollywood, hier soir, ils l'ont évacuée parce qu'il y avait les feux à Hollywood. Donc, elle est partie ailleurs. Et ce matin, elle me disait, quand est-ce que tu penses que je pourrais rentrer à la maison? Mais moi, parce que sa maison n'a pas brûlé encore. Je pense que le grand choc va venir quand les gens qui n'ont pas perdu leur maison vont essayer de rentrer chez eux. Parce qu'ils vont se rendre compte que même si leur maison, elle a survécu, elle est au milieu d'un désert de cendres. C'est très mauvais, l'air est très mauvais. Tant qu'il y avait du vent, on ne le sentait pas autant que maintenant. Mais maintenant, c'est vraiment gris. Palisades est en train de brûler et Pasadena, ils sont en train de brûler encore très fort. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'on appelle le perfect storm. Parce que les conditions météorologiques ont permis ça. Parce que les vents étaient tellement forts que les sapeurs-pompiers ne savaient pas où aller. Je vois ils se sont assez bien organisés. Il y a des refuges, il y en a un à Westwood, mais je pense que c'est les gens qui s'aident entre eux qui est important pour l'instant. Bien sûr, la ville de Los Angeles va faire tout ce qu'il faut faire pour abriter les gens. Et après, il y a les animaux. Et ça, c'était notre problème, tous les chiens, tous les chats, parce que c'est encore plus compliqué d'abriter des gens qui ont des animaux.
J'ai appelé l'ambassadeur pour savoir s'il y a des Monégasques à Los Angeles qui ont besoin d'aide, de m'appeler. Ça aussi, vous pouvez leur faire savoir. Je veux être sûre que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, qu'ils nous rejoignent. On va essayer de les aider. Et pour soutenir les populations sinistrées, vous pouvez adresser vos dons à la Croix-Rouge américaine. Aux dernières nouvelles, ce sont en tout 180 000 personnes qui ont été appelées à évacuer et un renfort de 400 militaires a été déployé. Revenons sous les cieux plus cléments de la principauté qui, comme vous le savez, regorge de trésors architecturaux. L'Opéra Garnier, le Casino de Monte-Carlo ou encore le musée océanographique pour ne citer que. Ces édifices cohabitent avec de plus récents et pour faire le point sur l'évolution architecturale du pays, nous recevons le président de l'Ordre des architectes de Monaco, Gabriel Viura. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que d'abord vous pouvez nous présenter l'Ordre des architectes et ses missions ? Alors, l'Ordre des architectes a été créé il y a plus de 80 ans. Nous sommes actuellement 23 architectes, avec pas mal de jeunes qui viennent d'arriver et de s'installer. On est les garants du respect des règles d'urbanisme et des règles de la technique du bâtiment. Nous prêtons serment pour cela. Et nous accompagnons le maître d'ouvrage, le gouvernement, les clients privés dans tous les projets de construction et d'aménagement de la principauté. Le paysage architectural de Monaco est très diversifié, c'est un mélange d'ancien et de moderne. C'est ce que vous disiez récemment dans une interview, une ville-État composée de plusieurs centres-villes avec une situation géographique atypique. Oui, tout à fait. C'est un Monaco qui, on le sait, est très vieux de l'âge médiéval et qui maintenant, avec un nouveau quartier du XXIe siècle, est très diversifié. Et chaque centre-ville, comme je l'ai dit, a ses propres spécificités en termes de typologie architecturale, mais également de fonctionnalité, que ce soit du résidentiel, de plus tertiaire ou simplement une activité économique comme l'hôtellerie. Est-ce que vous pouvez nous les citer justement, ces différents centres-villes ? Bien évidemment, le Rocher fait partie, est majeur, bien évidemment, mais en activité, nous avons tout ce qui est autour du casino et de l'hôtel de Paris, tout ce qui est résidentiel, un autre centre-ville vers la place des Moulins, ou encore vers le jardin exotique, et Fontvieille en activité tertiaire et économique au quotidien. Et chacun a développé une architecture propre. Comment, ces dernières années, l'urbanisme a-t-il évolué entre les avancées technologiques et les défis environnementaux, bien sûr ? Alors, c'est vrai que ça a eu l'impact environnemental a eu véritablement sur l'architecture. On a vu des changements et des modes opératoires qui ont pu faire évoluer dans le bon sens nos méthodes, de travail, de conception, mais aussi sur les chantiers, avec l'emploi de nouveaux matériaux, en application des nouvelles règles plus strictes en termes de sobriété énergétique. En parlant d'environnement, la façade du futur bâtiment du Bel Air devrait être en grande partie végétalisée. Ce serait une première. Que pensez-vous de cette solution pour renaturer la ville ? Je pense que ça va dans le bon sens pour deux sujets. On voit bien que l'architecture aujourd'hui quand même tend à se verticaliser. Alors il faut faire ça avec bien sûr un respect de l'urbanisme existant, mais végétaliser sur la hauteur, on recherche à créer des îlots de fraîcheur. Donc se spécialiser et aller prendre ce qui a été fait ailleurs en termes de végétalisation verticale est très intéressant. Et le Bel Air a su combiner à la fois la technique, mais aussi un rendu architectural paysager très intéressant. Comment ne pas évoquer également la construction sur la mer, une des spécialités à Monaco, et on l'a vu tout récemment avec l'inauguration du nouveau quartier Mare Terra. Bien évidemment, ce nouveau quartier plonge véritablement Monaco dans le XXIe siècle, qui donne accès aussi bien à des architectures véritablement universelles, mais aussi à un large espace public. Et c'est ça qui est important quand l'on crée un quartier, c'est de bien y vivre, de bien s'y sentir. De futures extensions, oui, bien sûr, pourquoi pas. Des projets existent depuis longtemps sur aller encore plus loin sur le domaine maritime. Comme je l'ai déjà dit, il y a aujourd'hui créé des structures flottantes ou des structures offshore. C'est possible. D'un point de vue plus construction du bâtiment, ça pose des réels problèmes assurantiels.
Donc on n'y est pas encore dans ces îlots flottants. Je pense qu'il faut rester optimiste, et c'est avec de la recherche et développement sur des diverses options de construction que, peut-être pas dans la prochaine décennie, mais plus tard, on aura des solutions pour aller vers des constructions sur la mer qui également préservent bien le milieu marin. Quel a été votre rôle et celui de l'Ordre dans la construction de Mare Terra ? Alors les architectes monégasques se sont fortement impliqués tout au long et de la conception et véritablement tout au long du chantier. Ils ont été associés à de grands noms de l'architecture mondiale, on va dire. Les architectes monégasques, Alexandre Giraldi, Patrick Raymond, Emmanuel Deverini, ont su tirer du coup une très grande expérience et de côtoyer ces architectes et de s'occuper d'un chantier d'une telle ampleur. Et autre particularité en principauté, les souterrains, d'où son surnom de millefeuille. Oui, alors c'est vrai qu'on voit bien que Monaco a un fort potentiel également souterrain. Déjà, il y a toutes les dessertes, bien évidemment, qui permettent de se promener et en piéton et aussi, bien sûr, par la voie automobile. Mais les bâtiments, on a créé souvent de forts terrassements pour tout ce qui est parking, pour tout ce qui est infrastructure. Donc c'est une vraie spécificité, et en côtoyant d'autres architectes de nationaux, français ou ailleurs, c'est une véritable nouveauté quand ils viennent construire avec nous à Monaco. Et on peut parler aussi de la surélévation des bâtiments, qui est aussi peut-être une particularité à Monaco. Alors, spécificité, c'est une technique qui était connue à Monaco. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans la surélévation, c'est que ça permet de conserver un bâtiment, de limiter donc les nuisances dues à la démolition. La nouvelle, on va dire, technique de surélévation en bois est très intéressante par sa légèreté et va dans le sens de la préservation de l'environnement. Et lorsque l'on surélève un bâtiment, on reconsidère également tout le bâti existant que l'on rend aux normes qui peuvent être parasismiques ou ne pas les dégrader, et aux normes également thermiques. Donc c'est un procédé qui peut être intéressant sur Monaco. Merci beaucoup Gabriel Biora d'avoir été avec nous. Merci à vous, je vous remercie. Un mot de basket à présent, avec cette défaite à domicile pour Monaco face à Barcelone dans le cadre de la 20e journée de saison régulière d'Euroleague hier soir. La Roca Team a été battue 98-84 et perd ainsi son fauteuil de leader. Retour sur cette rencontre avec Frédéric Elion et Alexandra Marangoni. Comme lors du match aller, en Catalogne, la Roca Team n'a pas trouvé la clé face au Barça. Plusieurs stats pour illustrer la défaite logique des Monégasques face à Barcelone jeudi soir à Gaston Médecin. Monaco n'a mené que 40 secondes dans le match et n'a distribué que 13 passes décisives contre 23 en moyenne en Euroleague depuis l'arrivée de Spanoulis. Dès le début du match, les Monégasques sont bousculés par l'envie d'un Barça en mission, 9e au coup d'envoi. Malgré Papagiannis, Monaco compte jusqu'à 14 points de retard en première mi-temps face à des Barcelonais en feu à 3 points. James limite la casse avant la pause, plus 4 Barça, 45-41. Dans le troisième quart-temps, Mathieu Strazel plante 2 gros tirs consécutifs à 3 points. Monaco passe devant, un avantage qui ne va durer que 2 possessions. La Roca Team est laxiste en défense et Brizuela poursuit son festival. 27 points à 6 sur 8 à 3 points. 98-84, Monaco s'incline pour la 4e fois de la saison à Gaston Médecin en Euroleague. On s'est fait rentrer dedans au début du match. Ils ont pris confiance, ils ont mis des tirs compliqués au début. Et voilà, ça reste une équipe d'Euroleague de haut niveau. Une fois qu'ils sont en confiance, ils commencent à mettre des tirs de plus en plus compliqués. Et on se met à subir et courir après le score. Donc voilà, autant perdre, c'est pas agréable, mais la manière de ce soir est pas bonne. Après la mauvaise première mi-temps qu'on a fait, avec toutes les erreurs qu'on a pu faire, on revient à égalité, on passe devant. Donc à ce moment-là, on se dit, voilà, c'est à nous d'élever nos standards et de commencer à jouer notre basket. Et on est reparti dans nos travers et ils ont recréé un écart tout simplement. La Roca Team a cédé son fauteuil de leader et tentera de le récupérer à l'occasion d'un road trip de 3 matchs à Munich, Belgrade et Bologne.
prochain rendez-vous, ce sera donc face au Bayern Munich mercredi le 15 janvier à 20h30. Dans une semaine, jour pour jour, vendredi 17 janvier, le coup d'envoi du Festival international du cirque de Monte-Carlo sera donné sous le chapiteau de Fontvieille. Les artistes venus du monde entier pour cette 47e édition prennent place depuis plusieurs jours et hier, les premiers animaux sont arrivés. Les accueillir demande une logistique particulièrement importante, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. À une semaine de sa première représentation, le Festival international du cirque de Monte-Carlo accueille la ménagerie autour du chapiteau. 39 animaux au total. Ici, les chevaux sont déjà installés dans leurs écuries. Ça, c'est une race qui s'appelle Akalteke du Turkménistan. C'est des chevaux très très rares. Vous voyez la beauté, la peau, la tête et tout, c'est vraiment super. C'est toute une logistique pour que les premiers arrivent. Il faut déjà que les écuries soient prêtes. Il faut que les animaux, tout de suite, après leur voyage, ont leur home, ont leur endroit où ils habitent, où ils sont nourris et où on les soigne. Plus loin, la girafe et l'éléphant sont déjà installés. Dès demain, tous les animaux pourront débuter les entraînements car même s'ils connaissent leur spectacle, ils doivent encore s'approprier les lieux. Ce lieu, c'est on pourrait dire, comme une salle de gymnastique. On fait faire des tours ici, on leur fait faire déjà quelques extraits de leur travail pour qu'ils n'entrent pas froid. Sous le chapiteau, les artistes s'entraînent déjà. Ils ont un créneau d'1 heure pour réviser tour à tour leur numéro. 200 artistes venus du monde entier. Là, ce qu'on voit ici, c'est les Chinois, c'est les grands champions de répétition. Pour eux, c'est des heures et des heures de répétition. Ils ont l'habitude de ça. Reste encore la pause de la lumière pour permettre à toutes les troupes de répéter en conditions réelles avant la grande répétition générale. La première représentation face au public est prévue vendredi prochain. L'épiphanie est passée, il est temps de retirer son sapin de Noël, mais une question se pose, que faire de cet arbre après les fêtes? À Monaco, une collecte gratuite est proposée par la SMA en partenariat avec la mairie et le gouvernement. Mode d'emploi avec Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Pas besoin d'aller bien loin pour se débarrasser de votre sapin de Noël. 12 points de collecte sont à disposition des usagers partout en principauté. Seule consigne, ne pas oublier d'ôter les guirlandes de votre arbre pour lui donner une seconde vie. N'importe quel sapin avec de la neige artificielle, de la peinture peut être déposé. Les dépôts de sapins sont collectés tous les jours de façon à ce qu'il n'y ait pas d'encombrement. Et ensuite, ils sont amenés à l'usine de valorisation énergétique, donc à Monaco. Ils sont traités in situ, donc ils sont valorisés énergétiquement et contribuent à fabriquer donc de l'électricité et de la chaleur pour alimenter le quartier de Fontvieille. Une opération qui facilite la collecte pour les agents d'entretien et pour les usagers. Le principal objectif, c'est vraiment de désencombrer aussi les locaux poubelles des résidences, de faciliter aussi la dépose des sapins. C'est plus facile de venir les déposer ici. Il y a de l'espace plutôt que de descendre au sous-sol pour les mettre dans les locaux OM. 650 sapins ont déjà été récoltés pour le moment. Le dispositif est encore disponible jusqu'au 24 janvier. Plus que 2 semaines donc pour se manifester. Une nouvelle destination gourmande s'apprête à ouvrir ses portes demain. Son nom, Dean & DeLuca. La marque née à New York il y a 47 ans est désormais mondiale et proposera au sein de la galerie du Metropole Shopping Center de quoi se restaurer à toute heure. Tour d'horizon avec Christinda Petit-Homel et Lionel Bernardi. Né dans les années 70 dans le quartier de Soho à Manhattan, Dean & DeLuca s'est depuis développé dans le monde entier. L'enseigne est une légende dans le monde de la gastronomie car depuis près de 50 ans, elle propose une expérience culinaire inégalée à connotation américaine avec un soupçon d'influence italienne. Ils ont aujourd'hui 77 concepts à travers le monde et on est les premiers à ouvrir en Europe et plus particulièrement à Monaco. Dean & DeLuca est séparé en 3 parties. On a la partie retail avec 110 références pour l'instant à la vente, la partie takeaway et la partie sur place. Et il faut savoir que tout ce qu'on a à la vente en retail, on l'a à la consommation. Et ce qu'on a à la consommation, on l'a en retail. On a travaillé notre carte avec les produits qu'on a référencés en rayon. Ici, tout est frais, les meilleurs ingrédients sont utilisés et mis en valeur dans les cuisines de l'établissement.
Mariage harmonieux entre exclusivité et sophistication, ce lieu unique combine harmonieusement les fonctions de restaurant, vente à emporter et épicerie fine, un délit de luxe comme on en trouve dans les plus grandes capitales mondiales. On peut retrouver du café. D'ailleurs, on a travaillé avec un torréfacteur italien où on a vraiment travaillé notre propre café. On va pouvoir retrouver du thé, des tisanes, des épices, de la tapenade, des fruits secs, des boissons non alcoolisées, de la moutarde, des condiments, tout ce qui vous fera plaisir. Alors à la carte, on a travaillé les plats phares de Dean & DeLuca Soho, à savoir le Reuben Sandwich, qui est le pastrami de bœuf. On a la D&D Cobb Salad, on a les penne meatballs, le New York Cheesecake et le Carrot Cake. Ça, c'est vraiment les plats phares de la marque. Et ensuite, on a travaillé une cuisine healthy qui s'adapte à l'art de vivre européen. On a favorisé un maximum des fournisseurs monégasques. On essaye de faire travailler l'économie locale, c'est très important pour nous. Et on n'a pas de congélateur pour la petite histoire, donc tout est fait minute et le matin. Marbre, carreaux de métro, étagères au style industriel, une expérience unique qui vous plongera à coup sûr au cœur de New York, mais aussi dans l'art de vivre à l'italienne. Dean & DeLuca est ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h30 dans la galerie du Métropole Shopping Center. Et l'ouverture est donc prévue demain à 8h. Ne manquez pas également demain soir un spectacle exceptionnel dans le ciel de la Principauté. Partenaire de la Monte Carlo Société des Bains de Mer, le fabricant de machines à sous Aristocrat Gaming offrira à 20h un tableau de 500 drones sur le thème des jeux pour célébrer l'arrivée en avant-première européenne des 8 machines à sous Phoenix Link dans le Casino Café de Paris. Le meilleur spot pour admirer le spectacle, la place du Casino. À noter que le show sera suivi d'une soirée au Casino Café de Paris avec au programme DJ, artistes et cadeaux à gagner. Cette édition touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre météo présenté par Alban Gingembre et un nouvel après-JT consacré ce vendredi à l'effet JO en Principauté. Une équipe de Monaco Info s'est intéressée à l'engouement, notamment des jeunes pour le sport depuis les Jeux Olympiques de Paris. Et pour les photos qui vont suivre, on replonge dans l'ambiance du cirque avec la grande arrivée des animaux. Ils ont posé devant l'objectif de Frédéric Nébinger. A tout de suite. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, c'est un ciel très chargé qui nous attend demain en Principauté avec beaucoup de nuages et de la grisaille toute la matinée, de courtes éclaircies en deuxième partie de journée, un léger vent toujours présent lui aussi, bref un triste samedi au programme. La bonne nouvelle c'est qu'il ne pleuvra pas et le soleil devrait revenir dès le lendemain. Et ce samedi 11 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête aux Paulins. Et le saviez-vous, le 11 janvier c'est aussi la journée mondiale des merci, l'occasion de propager un peu de gratitude malgré ce samedi gris. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.